l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie Thank you very much, Emmanuel. commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Bonjour à tous, il est 7h et bienvenue dans Bonjour Omerta. Alors que de plus en plus de partis conservateurs émergent en Europe depuis plusieurs années et qu'une idéologie nationaliste est de plus en plus partagée à travers les populations européennes, je reçois aujourd'hui Lionel Balland qui va nous expliquer un petit peu les causes de cette montée du nationalisme, l'envie d'un retour à l'État-nation et comment la France ou les partis français comme le Rassemblement national pourraient s'inspirer de ce succès pour l'appliquer en France. Monsieur Balland, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre chaîne. Merci aussi, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la montée des conservateurs ou du nationalisme en Europe, un phénomène qui dure maintenant depuis plusieurs années, qui est de plus en plus visible. Et puis nous allons aussi aborder ensemble de quelle manière la France pourrait s'inspirer en fait de ce succès. Donc pour commencer, comment vous expliquez déjà cette progression des partis conservateurs en Europe sur ces dernières années, notamment en Italie, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie ou même encore, on le voit récemment, au Royaume-Uni? Le phénomène face auquel nous sommes, c'est simplement le retour du nationalisme. Le nationalisme qui est né en France avec la Révolution française, puis en Allemagne en réaction à l'occupation napoléonienne, puis qui s'est ensuite diffusé un peu partout en Europe. Donc le nationalisme est né à gauche. D'ailleurs, le nationalisme est antagoniste de l'extrême droite, puisque l'extrême droite, c'est le fait de vouloir revenir aux idées d'avant la Révolution française, avec des penseurs comme Louis de Bonald, Joseph de Maistre ou Antoine de Rivarol. Et donc le nationalisme, né en 1789, est de retour. Il ne faut pas oublier qu'ensuite, donc, en Allemagne, le nationalisme, quand il est né, était à gauche aussi. C'était les libéraux, c'est-à-dire la gauche de l'époque, qui voulaient unifier le peuple par le bas et qui s'opposaient à l'Allemagne morcelée des princes, défendue par la droite liée à la religion. Donc, le nationalisme, c'est simplement la nation, et nous sommes face au retour de la nation, tout simplement parce que la nation est agressée. Elle est agressée par les mondialistes qui, d'une part, envoient les entreprises vers les pays à bas salaire comme la Chine, et d'autre part, laissent venir ou font venir massivement des étrangers. Nous avons connu le même phénomène au cours de la Première Guerre mondiale, puisque en 1914, les Allemands ont envahi la Belgique et la France. Ils ont commis différentes atrocités. Et à partir de 1916, il y a eu du nationalisme partout, puis c'est retombé dès 1920. Donc c'est quand le peuple est agressé, qu'il se défend, que le nationalisme revient. Maintenant, le nationalisme n'est pas une opinion stable. Ce n'est pas comme le socialisme, le conservatisme ou le libéralisme, ou encore d'autres idées qui voient leur poids un peu évoluer avec le temps, mais qui globalement sont stables. Ici, c'est une pulsion en réaction à une agression. Et donc, dans différents pays d'Europe, nous avons des partis nationalistes qui émergent, mais nous avons aussi des partis d'autres tendances politiques qui prennent un tournant nationaliste. Et c'est ce que nous constatons par exemple en Hongrie, puisque M. Orban est démocrate chrétien, son allié, le KDNP, siège toujours au sein du groupe PPE au Parlement européen, et le Fidesz de M. Orban siégeait autrefois au sein du groupe PPE au Parlement européen. Donc ce sont des démocrates chrétiens qui ont pris un tournant nationaliste. Et il ne faut pas oublier qu'en Hongrie, le parti nationaliste, c'est Miat 5, et qu'avant, c'était le Jobbik. Nous avons le même phénomène en Pologne, où les conservateurs du PiS ont pris un tournant national, qui sont devenus nationaux conservateurs, alors que le parti nationaliste polonais, c'est Konfederacja. Et nous voyons même en Slovaquie que les deux partis sociaux-démocrates sont souverainistes et gouvernent le parti nationaliste SNS. Donc un peu partout, nous avons une montée en puissance du nationalisme. En Europe de l'Ouest, parce que la société est agressée, mais en Europe de l'Est,
il y a une réaction parce que la société commence à être agressée aussi par la mondialisation, mais aussi parce que les gens d'Europe de l'Est voient ce qui se passe en Europe de l'Ouest. Et l'Europe de l'Ouest, qui était un modèle pour eux il y a 30 ans d'ici, lors de la chute du communisme, est devenue un problème. Ils ne veulent pas avoir la même chose chez eux, mais ils ne veulent même pas avoir la même chose chez nous. Parce que quand vous habitez, par exemple, à Poznan, en Pologne, vous vous dites à une centaine de kilomètres d'ici à Berlin, qui est en train de devenir une poubelle. Pour finir, nous allons subir ici, en Pologne, nous aussi, les problèmes. Donc, c'est un phénomène global qui se propage non seulement en Europe, mais même un peu partout à travers le monde, puisqu'on a vu qu'aux États-Unis, M. Trump s'est fait élire, et que M. Trump est aussi quelqu'un qui veut rétablir l'État-nation et qui utilise le protectionnisme économique et qui expulse massivement des migrants en situation illégale. Donc, ce phénomène est mondial, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire que nous faisons face à ce genre de phénomène. Bah, justement, vous avez bien expliqué que différents pays, différents partis rejoignent cette montée du nationalisme. Quels sont les principaux facteurs, que ce soit économiques, culturels, identitaires, justement, qui nourrissent cette poussée nationaliste dans ces pays très différents les uns les autres? Oui, donc comme je l'ai déjà dit, nous sommes face à une agression. Donc les entreprises sont délocalisées vers les pays à bas salaire, d'une part. Donc il y a un chômage qui arrive, surtout dans certaines zones. Par exemple en France, à Beaumont, à Hayanche, la société est explosée par les conséquences de la mondialisation. D'autre part, l'immigration se poursuit alors qu'il n'y a pas de travail. Et donc l'ultralibéralisme mondialiste est la première cause du phénomène, mais également le néolibéralisme, puisque l'État est détricoté, donc les gens se retrouvent dans une situation très défavorable, ils se tournent vers l'État, et l'État s'est évaporé à cause du néolibéralisme, qui nous explique qu'il faut toujours moins d'État. Donc les deux phénomènes, l'ultralibéralisme mondialiste et le néolibéralisme, sont à l'origine de ce phénomène. D'ailleurs, tout se passe en 1978, 79, plus exactement. Donc en 1979, vous avez toute une série de changements dans le monde qui amènent tous les problèmes actuels. La Chine s'ouvre au monde, Khomeini prend le pouvoir en Iran, et il y a l'invasion soviétique par les soviétiques pardon, de l'Afghanistan. Donc là, on est face au début de l'expansion islamiste. Vous avez Margaret Thatcher qui arrive au pouvoir au Royaume-Uni. Vous avez les Boat People qui arrivent. Ce sont des réfugiés qui viennent massivement. Donc, en 1979, vous avez des changements radicaux qui se produisent et leurs effets sont là maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que M. Trump a sorti la chanson YMCA de Village People qui date de 1978, puisqu'il joue sur la nostalgie du monde d'avant. La nostalgie se diffuse au sein de la population, puisque autrefois, la société était plus simple, elle fonctionnait, il y avait moins de taxes, et finalement, tout apparaît comme étant mieux. Donc, il s'agit d'une nostalgie de l'État-nation, de l'époque à laquelle nous avions encore notre monnaie, nos frontières, nos douanes, etc. Vous parlez de cette nostalgie, donc qui est un petit peu le facteur commun aussi de cette montée du nationalisme. Quelle différence, par contre, on peut observer dans les différents modèles qui se mettent en place actuellement, par exemple dans le modèle italien de Meloni, le modèle hongrois de Viktor Orban ou encore polonais de Nawrocki? Quelles sont les différences qu'on peut voir? Ben, la différence, c'est que chacun est adapté à son pays. Madame Meloni, elle a décidé d'appliquer ses idées avant tout à l'intérieur de l'Italie. Et au niveau international, elle n'a pas fait ce choix-là. Monsieur Orban, lui, il est quand même dans une situation assez précaire, puisque la Hongrie se trouve à la frontière de l'Ukraine. Il y a une minorité hongroise en Ukraine qui est impliqué dans la guerre. Et donc lui, il marche sur des œufs. D'ailleurs, son collègue social-démocrate slovaque, M. Fico aussi. Donc eux, leur point principal, c'est d'éviter à tout prix que la guerre se propage et que leur pays tombe dans le conflit. Et donc en Pologne, M. Nawrocki, lui, est dans une situation où il a été élu président de la République avec les voix des nationaux conservateurs de droit et justice, donc le PiS, et avec les voix de Confédératia, mais il doit lutter contre le gouvernement qui est aux mains des libéraux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les conservateurs du PiS ont choisi un candidat pour lequel Confédératia, le parti nationaliste, pouvait également appeler à voter. Et Christophe Potchak, qui est un des deux présidents de la Confédératia, m'a dit que parfois, le président Nawrocki prend des mesures qui sont plus proches de celles des nationalistes de Confédératia que de celles du parti droit et justice, qui est le parti conservateur. Pas toujours, mais dans certains cas. Donc les configurations sont complètement différentes selon les pays. Et quand vous voyez
en Allemagne, vous avez maintenant désormais deux partis qui se vont dans ce sens-là. Un premier qui est le Parti patriotique alternatif pour l'Allemagne, AfD, et le deuxième qui est le Parti de gauche anti-immigration, BSW, de la figure de Proue et Madame Wagenknecht. Ces partis sont extrêmement puissants dans l'Est de l'Allemagne, tout simplement parce que les gens ont été moins endoctrinés et ont moins l'habitude de voter tout le temps pour les mêmes partis, de génération en génération. Et avec le BSW de Madame Wagenknecht, est arrivé à entrer dans trois des cinq parlements de l'Est de l'Allemagne et gouverne déjà dans deux de ces parlements, dans deux, pardon, de ces États. Et donc, c'est un phénomène assez incroyable parce que c'est un parti qui sort quasi nulle part. C'est une scission des post-communistes de Die Linke. Et ils arrivent du premier coup, avec quasi pas de militants, pas de cadres, pas de structure, à entrer dans les assemblées de différents États fédérés. Et ils arrivent même à être dans des exécutifs. Donc, on voit que nous sommes face quand même à un phénomène extrêmement fort qui va extrêmement vite. Et lors des élections législatives, il a manqué 10 000 voix au BSV pour entrer à la Chambre des députés allemande parce qu'il faut 5%. Or, il apparaît qu'il y a eu des problèmes avec les listes, etc. Et depuis 9 mois, donc, le BSW demande un recomptage des voix. Et si le BSW opteur comptage, probablement qu'il aura les 10 000 voix manquantes, il pourra rentrer à la Chambre des députés. À ce moment-là, le gouvernement actuel allemand n'aura plus de majorité. Mais depuis 9 mois, la commission de la Chambre des députés qui doit se prononcer sur un recomptage ne prend pas encore sa décision. Donc, le gouvernement allemand est d'une certaine manière un gouvernement à la légitimité douteuse. Et il ne faut pas oublier aussi que le chancelier actuel, M. Merz, a fait voter une levée du frein à la dette pour pouvoir créer une dette massive et qu'il a dû utiliser, alors que les élections législatives avaient déjà eu lieu, l'ancienne Chambre des députés. Et pas la nouvelle, sinon c'est la nouvelle, il n'aurait pas eu la majorité nécessaire de 2 tiers pour changer la Constitution. Donc c'est l'ancienne Chambre des députés qui a voté et les voix des écologistes ont été achetées parce qu'il y a une partie des fonds qui ont été promis pour des investissements écologistes et d'autre part, des dirigeants écologistes ont reçu des avantages, comme par exemple Mme Baerbock qui a reçu un poste important à l'ONU. Donc la légitimité du système en place dans un pays comme l'Allemagne est de plus en plus faible et un peu partout, donc on voit que la population réagit face à l'agression mondialiste. Ouais, justement, le succès un petit peu général de ces mouvements, est-ce qu'il repose sur des stratégies de communication spécifiques ou sur la personnalité de leurs leaders? Par exemple, on a parlé de Meloni, Orban ou Navrocki. Est-ce qu'il y a une stratégie de communication aussi qui est importante dans ce succès? Mais oui, Madame Meloni a quand même réussi un exploit assez extraordinaire parce que au départ, son parti était à 4%, et déjà là, c'était déjà extraordinaire qu'elle arrive à faire quelque chose, parce qu'elle a récupéré en quelque sorte les morceaux de formation politique de cette tendance-là, qui existait déjà auparavant, qui à un moment donné avait intégré le parti de M. Berlusconi. Et donc, elle est arrivée non seulement à gagner les élections, alors que ceux qui étaient là avant elle ont échoué, puisque la Ligue qui racolait en haut dans les sondages puis est tombée. Avant ça, il y avait le mouvement 5 étoiles de BP Grillo qui était aussi très fort. Et donc, Mme Mélanie est arrivée à gagner les élections, mais depuis plus de 3 ans, elle gouverne, elle se maintient à 30% dans les sondages, alors que son allié, la Ligue, est à 8%. Donc, il s'agit vraiment d'un exploit. Et Mme Meloni applique une stratégie qui est extrêmement bonne, mais elle a des conseillers qui savent ce qu'ils font, puisque chaque dirigeant politique a des conseillers, et ces stratèges ont fait les bons choix. La personnalité, évidemment, du leader est extrêmement importante. Il faut quelqu'un qui ait les capacités, mais s'il n'y a pas un leader, il peut toujours quand même être remplacé normalement par un autre. On l'a vu par exemple en Autriche, où il y avait Monsieur Haider, qui s'est tué dans un accident de voiture, puis il y a Monsieur Strache, qui a eu des problèmes avec l'affaire d'Ibiza, et maintenant c'est Monsieur Kickel qui dirige le courant national. Le FPÖ est le premier parti d'Autriche. On l'a vu aussi en Allemagne avec l'AfD, qui a eu plusieurs coprésidents au fil de son histoire. Donc, il faut un leader, il faut une stratégie qui doit être la bonne. Celui qui n'a pas la bonne stratégie, il rentre dans le mur. On l'a vu avec le mouvement 5 étoiles, on l'a vu aussi avec la Ligue de M. Salvini. Mais les leaders ne sont quand même pas totalement irremplaçables. S'il y a un leader n'est plus là, il y aura toujours bien quelqu'un d'autre qui viendra.
au sein du parti en question ou dans un autre parti. Vous avez évoqué le succès fou de Madame Meloni. Est-ce que, selon vous, la France peut aussi voir émerger une dynamique un peu comparable à celle observée en Italie ou même en Hongrie, ou est-ce qu'il existe des spécificités françaises qui vont rendre cette trajectoire plus difficile? Mais le problème principal en France que rencontrent les partis patriotiques, tout particulièrement le Rassemblement national, puisque c'est lui qui est le plus haut dans les sondages, c'est le mur du scrutin à deux tours. Parce que on le voit même en Allemagne, tout dans l'est de l'Allemagne, dans les bastions de l'AfD, quand il y a l'élection directe d'un maire à deux tours, premier tour, on a un candidat de l'AfD qui arrive en tête, deuxième tour, il est systématiquement battu. En France, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible, dans un scrutin à deux tours, comme l'élection présidentielle, pour le Rassemblement national de passer, à moins d'un accident. C'est-à-dire que si le Rassemblement national se trouvait face à un candidat LFI ou de gauche radicale, là, il aurait ses chances. Mais autrement, ce n'est pas possible, puisqu'il va y avoir de manière systématique des électeurs qui ne votent pas au premier tour, qui vont aller au deuxième tour, faire barrage à l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Et donc, M. Bardella utilise systématiquement une méthode visant à démobiliser asymétriquement les électeurs. C'est ce que Mme Merkel faisait en Allemagne, ça s'appelle la démobilisation asymétrique. Donc, M. Bardella fait tout ce qu'il peut pour empêcher en quelque sorte que les personnes qui globalement n'en ont rien à faire, mais qui juste vont voter au deuxième tour pour faire barrage au Rassemblement national, ne le fassent. Donc toute la stratégie du Rassemblement national est là, mais le but ultime, ça doit être d'avoir une modification du mode de scrutin, une modification du système de la présidentielle à deux tours, pour aller vers un système comme dans les autres pays où on aura un président qui serait élu par des assemblées, par exemple la Chambre des députés et le Sénat réunis, et qui n'aurait pas beaucoup de pouvoir, ou il pourrait même être élu, même pas avoir beaucoup de pouvoir, et donc les pouvoirs devraient être transférés au gouvernement et au Premier ministre avec une chambre de députés élue à la proportionnelle. À ce moment-là, la France serait dans le même schéma que la plupart des autres pays d'Europe. Et là, l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national serait quasi inévitable. Mais il faut quand même bien signaler qu'à partir du moment où la France dégringole sans arrêt, que la population en a plus ras-le-bol, même si le système politique empêche le Rassemblement d'arriver au pouvoir, à un moment donné ou à un autre, le système va être face au fait que le Rassemblement national ne pourra plus être empêché d'arriver au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose. Parce que bon, la population ne va plus accepter que ça continue à dégringoler comme ça. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, il y a eu une révolte qui a été réprimée. Et demain, il y a d'autres choses qui vont se passer. Parce que la population a de plus en plus ras-le-bol et il y a un rejet du système. Par-delà la montée en puissance du nationalisme, il y a aussi le rejet d'un système qui fonctionne de moins en moins. Donc, même si en France, le système actuel empêche le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, il se peut qu'à un moment donné ou à un autre, il y ait un événement qui fasse qu'il puisse quand même y arriver. Et une des possibilités, c'est qu'il y ait un changement de mode de scrutin et une réforme du système avec moins de pouvoir au président de la République. Et au-delà du barrage et du système, qu'est-ce que le Rassemblement national, lui, pourrait retenir un petit peu de ce succès européen pour renforcer sa crédibilité, élargir son électorat et puis potentiellement réussir une alternance politique en France? Donc, le Rassemblement national bénéficie automatiquement des succès engrangés par des partis patriotiques ailleurs en Europe, puisqu'autrefois, on vous expliquait que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ça allait être abominable. La population voit bien que dans les pays qui sont gouvernés par des patriotes comme l'Italie, la situation s'améliore, qu'il n'y a pas de dérapage, que c'est bien. Et donc, finalement, ça va devenir une habitude de voter pour des partis nationalistes et il va y avoir de moins en moins de crainte. D'ailleurs, on l'avait vu que lorsque M. Berlusconi a accepté de prendre dans son gouvernement des membres de la Ligue ou également des membres venant du MSI, au départ, il y avait une réaction internationale assez forte. Il y avait des ministres d'autres pays qui refusaient de serrer la main, pardon, des ministres italiens, etc. Et puis, on a vu aussi en Autriche, quand M. Haider a gagné les élections en 1999 avec son parti, qu'il a amené son parti en 2000 dans le gouvernement, il n'a pas pu avoir le poste de Premier ministre qui lui revenait. Il n'a même pas pu être dans le gouvernement. Il a dû
repartir en Karaïti dont il était le gouverneur. Et son parti a dû accepter, alors que le poste de Premier ministre lui revenait, de laisser l'autre parti obtenir le poste de Premier ministre. Maintenant, tout ça n'aurait plus lieu, et si le FPÖ arrivait au pouvoir en Autriche dans une coalition, il obtiendrait le poste de Premier ministre sans problème. Donc il y a des évolutions qui ont déjà eu lieu suite à toutes les victoires et à toutes les gestions par des nationalistes et des patriotes de villes, de régions ou d'États en Europe. Parfois d'ailleurs avec des partis de gauche. Hmm. Bah pour conclure un petit peu cet entretien, est-ce que vous pourriez me définir ou me qualifier plutôt en un seul mot ce que représente cette montée du nationalisme, ce que ça signifie? En un seul mot, ce serait lequel? Mais c'est le retour de la nation, c'est-à-dire le retour au monde ancien, le monde que nous avons connu encore dans les années 1980. Partout la nostalgie de l'État-nation est là. Et là, on le voit même en Europe de l'Est, les gens ont quand même la nostalgie du système d'avant, même si ça ne veut pas dire qu'ils sont pour le communisme, mais ils ont quand même la nostalgie du fait que, bah oui, à l'époque du communisme, il y avait quand même l'État-nation. Par exemple, en Roumanie, le président de la UR, Georges Simion, m'a dit que lorsque j'avais interrogé, oui, il y a une partie de la population qui a la nostalgie de l'époque de M. Ceausescu. Donc, à l'ouest, les gens ont la nostalgie des années 80 et du capitalisme des années 80, qui était une sorte d'ordolibéralisme avec des frontières fermées. Et à l'est, les gens ont une sorte de nostalgie de l'époque à laquelle la nation était forte et était quand même relativement indépendante. En tout cas, c'est ce que la population a gardé dans son cerveau. Et elle a ce sentiment-là. Donc, c'est vraiment la nostalgie de l'État-nation. Eh ben, Monsieur Balland, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre Merci. expertise. Et on espère vous revoir très prochainement sur notre chaîne Omerta. À très bientôt. Merci bien. Au revoir. Bonne journée. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.